Un milliardaire obsédé par le travail reçoit un appel de l'hôpital la veille du Nouvel An. Monsieur, votre femme vient de se mettre en travail prématuré. Nous n'avons réussi à sauver que le bébé. Il marque une pause, confus, car il a toujours été célibataire, et faillit s'évanouir lorsque l'infirmière au bout du fil révèle le nom de la femme. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Julian Ross se tenait à la tête d'une longue table en verre, manches retroussées, la voix tranchante de concentration. L'énorme écran derrière lui défilait des diaporamas élégants présentant des projections et des lancements de produits, chacun plus ambitieux que le précédent. À l'extérieur de la salle de conférence du Penthouse, New York grouillait d'anticipation, il restait 2 heures avant minuit et la skyline scintillait en préparation. Julian se moquait des feux d'artifice, du champagne, des décomptes, des distractions, il n'avait manqué aucune réunion du Nouvel An depuis 12 ans. Il fit un geste vers l'écran en se promenant lentement. Voilà l'année où nous atteindrons 1 milliard d'utilisateurs. Pas d'abonnés, des utilisateurs quotidiens. Je veux un lien Ross sur chaque téléphone, dans chaque langue, à travers tous les fuseaux horaires. Pas de jour férié, pas de lundi lent, l'élan est tout. Son assistant, Brian, se déplaça sur sa chaise. Il s'éclaircit la gorge une fois, puis de nouveau plus fort. Julian lui fit un signe de la main pour l'en empêcher. Brian, à moins que les serveurs ne soient en feu, c'est un hôpital, monsieur. Ils ont dit que c'était urgent, très urgent. La salle se tut. Julian fronça les sourcils, agacé. Quel hôpital? Il ne précisait pas, se contentant de dire qu'il s'agissait d'une femme en état critique, quelque chose au sujet d'un accouchement. Je ne connais personne qui soit en train d'accoucher, murmura-t-il déjà en sortant son téléphone, mais Brian tendit le combiné de la ligne de bureau à la place. Ils ne raccrochent pas, disent qu'ils ont besoin de vous parler directement, dit-il. Julian décrocha, d'un ton bref. Ici Julian Ross. Après une pause, un flot de mots se précipita. Monsieur Ross, ici l'infirmière Alpé de Moundsey. Je suis vraiment désolé de vous contacter de cette manière, mais nous avons eu un cas d'urgence ce soir. Une femme est arrivée seule. Au début, nous n'avions aucune idée au travail prématuré. Nous avons tout fait, mais elle n'a pas survécu. Nous avons réussi à sauver le bébé. Julian cligna des yeux. Pourquoi m'appelez-vous? Il y eut un tremblement dans la voix à l'autre bout de la ligne. Vous figurez comme père sur ces documents. Elle a donné votre nom avant de décéder. Je crois qu'il y a une erreur, répliqua Julian. Monsieur, poursuivit l'infirmière, son nom était Lena Moreno. Sa main se relâcha et, par réflexe, le téléphone lui échappa, se fendant en tombant sur le sol en marbre. Julian le regarda, comme s'il l'avait trahi. Quelqu'un dans la pièce demanda s'il allait bien, mais il ne répondit pas, il se leva, attrapa son manteau sur une chaise et sortit. La neige lui fouettait le visage dès qu'il mit le pied dehors. Il ne remarqua même pas le froid, ses chaussures n'étaient pas faites pour ce genre de temps, mais il courut quand même. Le taxi mettait trop de temps, et, à cause des embouteillages liés aux festivités, il descendit à mi-chemin et courut le reste du trajet, traversant des trottoirs boueux, évitant les fêtards, les manteaux scintillants et les chapeaux ridicules. Chaque pas faisait résonner ce nom plus profondément dans sa tête, Lena. Il ne l'avait pas prononcé à haute voix depuis plus d'une décennie. La dernière fois qu'il l'avait vue, c'était sur un banc devant leur ancienne bibliothèque universitaire. Elle tenait une lettre d'admission à un programme d'enseignement à Madrid, alors que lui avait reçu une offre de contrat d'une start-up à Palo Alto. Ils s'étaient disputés, s'étaient lancé des paroles qu'il ne pensait pas, et avaient laissé tout en suspens. Elle avait disparu de sa vie après cela, pas de réseaux sociaux, pas d'amis communs, rien. De temps en temps, il la cherchait sur Google, mais rien ne ressortait, il supposait qu'elle le voulait ainsi. Il arriva à l'hôpital, rouge de colère et haletant, chaussures trempées, cheveux collés sur son front. L'infirmière à la réception sembla surprise quand il déclara son nom. Ils le firent passer par des couloirs silencieux, contournant infirmières en blouse et salle d'attente à moitié éclairées. Aucune explication n'était donnée, seulement des hochements de tête et des murmures. Puis, une main douce l'invita à entrer dans une pièce vitrée, baignée d'une lumière bleue. Le NICU était d'une propreté excessive, trop calme. Les machines bourdonnaient régulièrement en remplacement des voix. De petits incubateurs bordaient les murs, et l'infirmière le conduisit directement vers celui situé près du centre. À l'intérieur, entouré de couvertures douces et de fins fils, se trouvait un bébé. « Elle est stable », dit l'infirmière à voix basse. « Elle est prématurée, mais elle respire d'elle-même maintenant. Pas de nom pour l'instant, juste bébé-fille Ross. » Julian resta figé,
incapable de parler. Les traits du bébé étaient doux et inconnus, mais son nez où il n'y avait aucun doute, c'était le sien, dans le même angle maladroit qu'il détestait sur chaque photo d'école de son enfance. Ce renflement n'était jamais apparu de nulle part. Sa poitrine se serra. Cela ne peut pas être possible. Elle est venue seule, expliqua doucement l'infirmière. Elle s'est effondrée dans le hall, nous a donné votre nom avant de perdre connaissance, répétant « Julian, appelle Julian ». Nous avons trouvé votre numéro dans son portefeuille, sur un billet. Julian recula d'un pas, passant la main dans ses cheveux humides. Elle ne m'a jamais rien dit. Je ne savais pas, murmura-t-il. L'infirmière acquiesça. Je crois bien que c'est le cas. Ses yeux ne quittaient pas l'incubateur. La petite main du bébé bougeait lentement, des doigts se refermant en un petit point mou. Et maintenant ? Demanda-t-il. Eh bien, dit prudemment l'infirmière, puisque la mère n'a désigné aucun proche et vous a nommé comme père, vous êtes notre seul contact jusqu'à ce que nous en sachions plus. Elle est sous votre responsabilité. Je ne suis pas un parent, répondit-il d'un ton plat. Je ne sais même pas comment tenir un bébé. Vous apprendrez, répliqua-t-elle. Les gens le font. Il éclata d'un rire court et forcé. Vous ne comprenez pas, je travaille 80 heures par semaine. Je n'ai plus mangé de dîner chez moi depuis. Bon sang, je ne connais même pas son deuxième prénom. Comment a-t-elle pu faire ça sans me le dire ? L'infirmière posa une main sur son bras. Elle vous a fait suffisamment confiance pour prononcer votre nom, et ça, c'est déjà quelque chose. Il resta là, cloué au sol. Dehors, le ciel s'illumina de la première salve de feux d'artifice, étouffée par de lourdes fenêtres. Quelque part dans la ville, des gens acclamaient, s'embrassaient, reprenaient leur vie. Lui resta immobile, observant la petite fille dans l'incubateur se mouvoir sous sa couverture pour la première fois depuis des années. Julian Ross n'avait nulle part où aller. Il resta à l'hôpital jusqu'au lever du soleil, sans dormir, sans s'asseoir, sans s'éloigner de la fenêtre d'une NICU. Le bébé ou apparemment sa fille, dormait par petites périodes, se réveillant en gémissant de temps à autre, et se plaignait lorsque les machines émettaient des bips trop forts. Les infirmières allaient et venaient, certaines lui parlaient, lui offraient des informations, des formulaires ou de doux encouragements, mais la plupart se contentaient de lui laisser de l'espace, qu'il remplissait de silence et de pensées souvent incohérentes. Au matin, on lui remit un dossier de consignes de sortie et les coordonnées d'un travailleur social. Ensuite, on évoqua les funérailles. Il ne s'attendait pas à ce qu'on lui en parle. Il avait imaginé qu'ils incinéreraient Lena discrètement ou qu'un membre de la famille, qu'il n'avait jamais rencontré, s'occuperait de tout. Mais l'infirmière déclara que les arrangements avaient déjà été faits par la sœur de Lena, et que la cérémonie était prévue dans 2 jours, une cérémonie locale, intime. Julian ne dit rien et partit avec un billet griffonné, indiquant l'adresse et l'heure. Le bébé resta, elle était encore trop petite, trop nouvelle, trop inexpérimentée pour le monde extérieur. Il signa son nom sur un clipoar et se remit en route dans le froid, incertain de ce qu'il attendait. Il avait presque failli ne pas y aller. Il envisagea d'envoyer des fleurs, un don, une enveloppe contenant de l'argent sans adresse de retour, mais cela lui parut pire, comme si, à nouveau, il fuyait. Alors il enfila un manteau noir et se dirigea vers un quartier qui ne lui était pas familier, vers une église qui paraissait plus vieille que la majeure partie de la ville environnante. Il se tenait au fond de la chapelle. La salle n'était pas comble, seulement quelques rangées de personnes, certaines en pleurs, d'autres se contentant d'observer le cercueil au premier plan, comme pour en mémoriser chaque détail. Il ne reconnut personne, bien que quelques regards se tournèrent vers lui, personne ne dit rien. Elle avait eu une vie entière dont il ne connaissait rien. Sur une table près de l'autel, des photographies encadrées montraient Lena en train d'enseigner, Lena peignant avec des enfants, Lena riant devant une fresque. Elle paraissait plus âgée qu'il ne se rappelait, mais d'une douceur inexplicable. Le discours funèbre fut prononcé par une femme qu'il ne connaissait pas, qui avait travaillé avec elle. Elle parla de l'humour discret de Lena, de sa patience avec les enfants, de la façon dont elle passait ses week-ends à aider les étudiants à préparer leur portfolio pour les écoles d'art. Elle ne mentionna jamais de partenaire, jamais d'enfant ou juste Lena, gentille, bienveillante, généreuse, quelqu'un qui rendait le monde plus calme et meilleur, par de petits gestes. Julian resta jusqu'à ce que la dernière personne quitte la salle. Il ne parla à personne. Alors qu'il s'apprêtait à partir, une femme s'approcha, les yeux plissés, les bras croisés. Elle portait un manteau de laine gris, et sa démarche était décidée. « Vous êtes Julian » dit-elle sans intonation interrogative. Il acquiesça immédiatement. « Je suis Marina, la sœur de Lena. » Il s'attendait à une tension polie, mais n'en ressentit aucune. Elle le scruta,
comme s'il n'était qu'une éraflure sur une voiture de location, et déclara. Vous avez des nerfs qui se trahissent. Je ne suis pas venu pour provoquer quoi que ce soit. Vous avez déjà causé suffisamment de dégâts. Vous pensez qu'elle a simplement disparu pour le plaisir? Elle était anéantie après que vous ayez déménagé de l'autre côté du pays, changé de numéro, passé une année à faire semblant de ne jamais avoir entendu parler de vous. Julian n'eut rien à dire pour se défendre, il n'y avait rien qui pût réparer le passé, et il ignorait même quelle version Marina avait entendue. Elle n'a parlé de personne, pas même de moi. Je ne l'ai découverte qu'une fois qu'elle était déjà à mi-parcours de sa grossesse, dit-elle. Elle avait dit qu'elle agirait seule, que cela ne se discutait pas. Je ne savais pas, intervint Julian. Pas avant que l'hôpital n'appelle. Si j'avais su, il fut interrompu. Mais vous ne l'avez pas su. C'est ça le problème. Ils restèrent un moment, tous deux fatigués et à vif. Puis, baissant les yeux, Marina ajouta. Elle avait nommé la petite Noël. Elle l'a inscrit dans son journal. Vous devriez probablement le savoir. Il acquiesça une nouvelle fois. Merci. Sans lui souhaiter de bien, ni lui dire adieu, elle s'éloigna, comme si elle devait filer avant de dire quelque chose qu'elle regretterait plus tard. De retour en ville, Julian se retrouva devant son propre Penthouse, se sentant étranger à sa propre vie. Tout avait l'air exactement comme avant l'appel, mais cela ne ressemblait plus à sa vie. Le lendemain matin, une agence de nounous envoya quelqu'un, une femme raffinée nommée Petra, qui parlait 4 langues et possédait un diplôme en soins néonatales. Elle jeta un œil sur le dossier de l'hôpital et déclara. Cela va être un sacré défi. Noël rentra 3 jours plus tard. Elle était à peine plus grosse que son avant-bras, avec de petits poings qui agitaient et un cri perçant qui traversait les murs. Petra gérait les tétés, les médicaments, le suivi des onces et des heures de sommeil. Julian observait depuis le bord de chaque pièce, se sentant déplacé dans sa propre maison. Il essaya de travailler au vraiment, il le fit, mais la concentration refusait de s'installer. Le calendrier de lancement devenait flou, et son agenda bourdonnait de rappels qu'il ignorait. Le conseil d'administration envoyait des relances courtoises, il reporta un voyage à Singapour puis un sommet à Genève. Plus il restait à la maison, moins le bureau lui semblait important. Cela lui faisait plus peur que quoi que ce soit d'autre. La nuit, quand Noël se mettait à pleurer sans avertissement alors que Petra dormait, et que Julian, lui, restait éveillé devant des tableaux Excel incompréhensibles, il se rendait dans la nurserie pour la regarder, comme s'il tentait de résoudre une énigme insoluble. Elle ne cessait jamais de pleurer lorsqu'il la prenait dans ses bras. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle s'arrête, mais elle fit une pause lorsque, d'un air bas et régulier, il fredonna quelque chose que Lena avait l'habitude de fredonner en peignant, une mélodie sans paroles. Cela lui suffisait pour continuer. La lettre non ouverte resta sur son bureau pendant une semaine avant qu'il ne la prenne. Il ne l'ouvrit pas, se contentant de la transporter d'une pièce à l'autre, incertain de ce qu'elle contenait, des instructions, des reproches, des adieux. Marina appela une fois. « Je ne sais pas ce que j'ai vu en vous, dit-elle, d'une voix serrée, mais vous devez réussir. » Il répondit. Je n'y manquerai pas. Ce n'était pas une promesse, plutôt un murmure dans un tunnel, incertain de trouver un écho. Un après-midi, lors d'une réunion Zoom à laquelle il ne pouvait se soustraire, tentant de faire du multitâche en attachant Noël contre lui dans une écharpe que Petra avait laissée, où il semblait calme au début, lui donnant une fausse assurance. Il réussit à présenter 3 diapositives avant que le bébé ne roie, puis ne recrache sur sa chemise, le devant de son ordinateur portable et la moitié de la table. Il ne broncha même pas. Il termina l'appel et se mit immédiatement à nettoyer le désordre avec des serviettes en papier. Ce fut le jour où il reprogramma toutes les réunions pour l'avenir prévisible. Il appela Petra, lui accorda une augmentation et lui dit de ne pas démissionner, quoi qu'il arrive. Puis il s'assit par terre dans la nurserie, avec Noël endormi contre lui, et pensa à Lena. Il restait plus de questions que de réponses. Il ignorait comment Lena avait fini par revenir à New York ou ce qu'avait vraiment été sa vie, mais il savait qu'elle avait choisi de garder le bébé. Elle n'avait pas tendu la main, n'avait pas demandé d'aide. Quelle que soit la douleur qu'elle avait portée de leur passé, elle ne l'avait pas laissé la paralyser. Elle avait agi seule, jusqu'à ce qu'elle ne le puisse plus. À présent, c'était son tour. Julian ouvrit la lettre que le lendemain du désastre sur Zoom. Noël s'était de nouveau endormi sur ses genoux, sa main incroyablement petite se recroquevillant contre son pull. Petra était sortie pour quelques heures et l'appartement était enfin calme. La lettre, posée à côté de lui depuis des jours, attendait. Lorsqu'il déchira l'enveloppe, il s'attendait presque à ce qu'elle se désagrège, son cœur en miettes après tant d'hésitation. Mais le papier était net, et l'écriture, familière,
toujours soigné, avec ses petites boucles caractéristiques que Lena dessinait toujours sur ses LS. Elle n'écrivait pas beaucoup, juste quelques paragraphes suffisants à l'ébranler. Elle écrivait qu'elle ne lui avait rien dit parce qu'elle ne voulait pas qu'il se sente surveillé. Elle écrivait qu'elle savait qu'il aurait voulu faire ce qui était juste et qu'une partie d'elle le voulait, mais que l'autre voulait protéger Noël de la version de lui-même qui était partie la première fois. Elle ne désirait pas un parent transactionnel, elle ne voulait pas que leur fille soit planifiée comme lors d'un bilan trimestriel. Mais elle écrivait aussi que, si quelque chose lui arrivait, elle avait confiance en lui, car, malgré toute son ambition et ses défauts, il avait un bon cœur. Elle espérait qu'un jour, s'il en avait l'occasion, il laisserait ce cœur reprendre sa place. Il lut la lettre 2 fois, la plia soigneusement et la glissa dans le tiroir supérieur de sa table de chevet. Le lendemain matin, il appela son assistant et déclara qu'il serait de retour au bureau la semaine suivante. Il commanda également des rideaux occultants, des machines à bruit blanc et un berceau de taille normale à faire livrer dans son bureau d'angle. Il fallut exactement 4 minutes à Greta pour le remarquer. Elle se tenait près de son bureau, parcourant l'agenda de la journée, et s'interrompit en milieu de phrase. « Il y a un berceau dans votre salle de conférence. »« Je suis au courant, » répliqua-t-elle, ainsi qu'un tapis de jeu, un berceau et une balançoire. Julian ne leva pas les yeux de son écran. « Oui, Greta, dit-il. » Greta ne répliqua pas, cligna simplement des yeux, murmura quelque chose à propos de décharge de responsabilité, et continua. Mais le lendemain matin, un sac à couche fraîchement fourni apparut à côté de sa chaise, accompagné d'un thermos de thé de coff et de 2 sucettes supplémentaires. Elle n'avait jamais mentionné les avoir apportés, et il n'en parla pas. Julian dissimulait Noël à la vue du conseil. Dès leur visite, les stores se baissaient, les lumières s'atténuaient, et Petra la décalait vers l'escalier pour une promenade jusqu'à ce que la situation se calme. C'était ridicule, mais ça fonctionnait. Personne ne questionnait les légers changements apportés au bureau, pas au début. Son agenda se transforma en un patchwork d'appels d'investisseurs et de rendez-vous pédiatriques. Il engagea une deuxième nounou pour partager les horaires avec Petra et commença à suivre les horaires d'alimentation dans le même logiciel qu'il utilisait pour les bilans trimestriels. Mais rien dans la vie de Noël ne suivait une structure. Elle pleurait sans raison, dormait pendant les réunions, décidait qu'elle détestait une marque de biberon et adorait une autre, sans prévenir. Julian, qui avait jadis bâti une entreprise par pure stratégie, commençait désormais chaque journée en devinant ce qui allait mal tourner en premier. Merena fit sa première apparition 2 semaines plus tard sans prévenir, se présentant simplement dans le hall, bras croisés, déclarant qu'elle était là pour vérifier des signes de traumatisme ou de négligence flagrante. Elle resta impassible face aux pantouses, se moqua du chef cuisinier de Lena, haussa les sourcils devant la cave à vin et passa devant la collection d'art sans un mot. Mais lorsqu'elle vit la nurserie que Julian avait aménagée dans son ancien bureau à domicile, aux murs jaune pâle, aux piles de livres et à la peinture de Lena suspendue au-dessus du berceau, elle s'arrêta. « Vous avez vraiment gardé ça ? Je me souviens qu'elle l'avait peinte à l'université. J'allais le jeter quand elle est partie. » Il haussa les épaules. Ça ne me semblait pas juste. Marina ne parla pas beaucoup ce jour-là. Elle resta assise sur le canapé avec Noël pendant 1 heure, puis partit sans commentaire. Mais 2 jours plus tard, elle revint, cette fois avec un sac fourre-tout rempli de vêtements pour bébé et une boîte de lait infantile. La 3e fois, elle apporta des muffins. Julian commença à se remémorer des choses à propos de Lena, des choses qui ne revenaient pas lorsqu'il forçait les souvenirs, mais qui émergeaient par moments plus calmes, son rire étouffé quand quelque chose la faisait vraiment rire, sa manière de toujours porter une trousse à crayons surchargée de stylos de toutes les couleurs, son obsession pour les dîners tard dans la nuit. Il se rappela d'une dispute juste avant leur diplôme. Lena l'avait supplié de postuler à une bourse d'enseignement à Madrid, elle avait été acceptée et voulait qu'il l'accompagne. Julian venait à peine d'obtenir un stage dans une société de capital risque et ne voyait que l'élan. Il lui avait dit qu'il ne pouvait pas tout abandonner pour un caprice. Elle lui avait rétorqué que l'Espagne n'était pas un caprice. Il lui avait répondu qu'elle était naïve. Elle était partie la semaine suivante, sans jamais s'excuser, chacun assumant ses choix. Un soir, alors qu'il réorganisait le congélateur pour faire de la place aux pochettes de lait maternel, il reçut un appel de l'hôpital. Ils lui demandèrent de venir, car Noël avait de la fièvre. Petra l'avait amené par précaution, mais il devait l'admettre pour observation. Julian était déjà à moitié sorti de la porte quand l'appel se termina. L'hôpital paraissait plus froid cette fois, plus tranchant. Il trouva Petra, pâle et agitée, arpentant devant la salle. L'infirmière lui dit qu'il s'agissait probablement d'une infection mineure, mais qu'il surveillait l'évolution.
Julien resta assis près du berceau pendant des heures, à peine bougeant. Marina arriva aux alentours de minuit avec un café, qu'il ne but pas, et un change qu'il n'avait pas demandé. « Elle ira bien, dit-elle. »« Je ne sais pas ce que je fais, répliqua-t-il. »« Bienvenue au club. » Il n'y eut pas grand-chose d'autre à dire. Il resta toute la nuit. Vers 4 heures du matin, lorsque les machines s'étaient enfin mises à ronronner en un rythme paisible et que Noël avait retrouvé une apparence sereine, il sortit la lettre de Léna de la poche de son manteau, la relut, plus lentement cette fois. Il n'y avait ni instruction, ni révélation, juste Léna laissant quelque chose d'elle derrière. Elle ne l'avait pas blâmé, pas une seule fois. Elle y avait écrit sur l'espoir, sur la confiance, plaisantant même en espérant que leur fille n'hériterait pas de l'obstination de Julien. Il pressa la lettre contre son genou, la tenant jusqu'à ce que sa main cesse de trembler. Noël resta à l'hôpital pendant 2 jours. Le conseil d'administration envoya un avis d'urgence dès le 2e matin. Caleb Thorne, le vice-président exécutif, faisait pression pour un vote d'urgence afin de réaffecter le rôle de Julien, arguant que le PDG ne démontrait plus la disponibilité et la constance requises par le poste. Julien ne se présenta pas à la réunion. Il écrivit une réponse en ligne. « Je suis avec ma fille. » Il savait ce que cela signifiait, et c'était la première fois depuis des années qu'il disait non en le pensant vraiment. Julien ne retourna pas au bureau ni la semaine suivante, ni celle d'après. Le conseil annonça officiellement son congé pour raisons personnelles et familiales, et Caleb prit la relève par intérim, arborant un sourire trop large pour être discret. Pour la première fois dans sa vie d'adulte, Julien ne se disputa pas, il signa les documents et remit les rênes. Il éteignit ensuite son téléphone professionnel et ne prit même pas la peine de consulter les gros titres, bien qu'ils le retrouvassent de toute façon. 3 jours plus tard, Marina lui envoya un texto avec une photo de la couverture d'un magazine. Julien, légèrement ébouriffé, sortant de l'hôpital avec Noël, un porte-bébé serré contre sa poitrine. Le titre disait « Le virage surprenant du milliardaire en matière de couches ». Elle ajouta « Tu es redevenu célèbre, mais cette fois pour des lingettes d'euros ». Il ne répondit pas, mais elle appela 1 heure plus tard pour s'assurer qu'il n'avait pas perdu connaissance de honte. Lorsqu'il répondit, elle demanda « Alors, quand vas-tu arrêter de faire semblant de savoir ce que tu fais ?» Il était encore en train d'essayer d'y voir clair. La santé de Noël se stabilisa, bien que rien dans ses soins ne fût simple. Elle se réveillait souvent, nécessitait une formule spéciale, détestait les trajets en voiture, et son emploi du temps semblait conçu pour anéantir tous les automatismes auxquels Julien s'était habitué. Petra resta en poste, désormais plus comme copilote qu'employé, et Julien s'adapta à sa nouvelle réalité avec une détermination mêlée à une remise en question constante. Il loua un appartement plus calme, un duplex de 2 pièces situé au bord d'un parc, avec une large baille vitrée et un petit balcon baigné de soleil matinal. Pas de chef privé, pas d'ascenseur en verre, pas de service de conciergerie, juste une bonne machine à expresso et assez de silence pour s'entendre penser. Marina aida à peindre la chambre de Noël en bleu pâle, accrocha des mobiles au plafond et empila des livres pour enfants de manière désordonnée. Elle roula des yeux en voyant la peinture de Léna suspendue au-dessus du berceau, mais ne dit rien cette fois. L'immeuble n'avait pas de portier, ce qui permit à Marina d'utiliser sa clé de rechange pour entrer et sortir à sa guise. Un après-midi, alors que Julien était en pleine lessive, tenant une chaussette d'une main et une sucette de l'autre, Marina arriva sans commentaire, s'engagea dans le chaos et laissa un flyer sur le comptoir. Yoga père et bébé, tous les samedis à 10 h, nouveau papa bienvenu. Julien cligna des yeux. « C'est une blague ? » ?»« Non, mais ce sera plus amusant si tu y vas, » répliqua-t-elle. Le week-end suivant, il se présenta sous le nom de James, vêtu de pantalons de survêtement et d'un sweat à capuche qu'il n'avait pas porté depuis l'université. La salle était remplie de gens souples et souriants, se présentant sous des noms comme Hawk et Indigo. Il se retrouva coincé entre un père tatoué berçant des jumeaux et une femme qui lui offrait du lait d'avoine fait maison. Avant le début du cours, l'instructrice démontra comment essuyer avec compassion. Julien attacha mal le tissu, fit tomber une couche pendant un exercice de respiration et faillit trébucher sur son propre tapis. Au milieu des applaudissements alors que Noël poussait un cri, Marina éclata de rire en lui racontant plus tard qu'elle avait failli s'étouffer avec son thé. La vérité, c'était que le cours aidait, non pas à cause du yoga, des affirmations ou même du lait d'avoine, mais parce que, pour une fois, Julien ne se sentait pas le seul dans la salle à improviser au fur et à mesure. Il n'était plus le spécialiste SEO, ni un titre en manchette, il était simplement un parent privé de sommeil, essayant de tenir un biberon sans le renverser. Les jours se mêlaient aux semaines. Julien s'adapta,
apprit à préparer les biberons d'une seule main, devint habile à plier les couches dans l'obscurité, acheta une poussette d'occasion à un voisin, et commença à promener Noël dans le parc chaque matin. L'air l'aidait à faire la sieste, et le silence lui permettait de penser. Il se mit à visiter le vieux quartier de Léna, en partie par curiosité, en partie parce qu'il avait l'impression de lui devoir quelque chose. Il retrouva le centre communautaire où elle faisait du bénévolat. L'un des employés reconnut son nom et s'émut lorsqu'il mentionna Noël. Elle a appris à ma fille comment dessiner des personnes avec les coudes, confia-t-elle, en ajoutant qu'elle était la seule à avoir remarqué quand Léna avait cessé de sourire. Julien resta longtemps devant le centre, repensant à tout ce que Léna avait apporté aux gens sans jamais attendre reconnaissance ou récompense. Ce n'était pas un héritage que l'on pouvait acheter ou mettre en manchette, il existait simplement, comme elle. Il parcourut le pâté de maison où se trouvait autrefois son studio. Les vitrines étaient désormais couvertes, l'espace vide, et une enseigne poussiéreuse à louer pendait derrière le verre. Il resta assez longtemps pour qu'un passant lui demande s'il cherchait à le louer. Plus tard, dans la soirée, Noël eut du mal à s'endormir. Elle se tortilla, pleura, et finit par rougir. Petra était rentrée chez elle, et Marina était sortie. Julien arpenta l'appartement, tenant Noël contre son épaule, murmurant des bêtises, puis, soudain, plus rien. Peu à peu, par instinct, il se mit à fredonner une mélodie simple, celle que Léna chantait en travaillant sur une toile, à l'époque où il partageait un petit appartement hors campus qui sentait la peinture et le café bon marché. Elle ne révéla jamais d'où venait cette mélodie, seulement qu'elle la calmait. Noël se calma, pas immédiatement, mais progressivement. Ses pleurs se transformèrent en hoquets, puis en un souffle doux. Il se plaça près du berceau, la tenant dans ses bras, berçant en cercle jusqu'à ce qu'elle cède et se repose contre lui, avec toute la confiance qu'un bébé peut offrir. Il ne tenta pas de la poser, se contentant de rester là, se balançant légèrement, pensant à Léna, à tout ce qu'elle avait dû endurer seule, à la peur qui devait la ronger, et à la force qu'elle avait eue pour mettre ce bébé au monde sans jamais espérer d'aide. Lorsqu'il s'assit, il était déjà presque minuit. L'appartement, et même quelques voitures en contrebas, donnaient enfin l'impression que la ville était loin. Julien regarda sa fille, endormie dans ses bras, et pour la première fois depuis l'hôpital, le poids de tout cela s'imposa à lui. Pas seulement le chagrin ou la peur, mais quelque chose de plus silencieux et profond. La réalisation que ce n'était pas temporaire, que ce n'était pas une situation à réparer ou à résoudre, que c'était désormais sa vie. Il passa une main sur son dos en murmurant « Tu es ma fille. Je vais trouver une solution. » Et il le pensait sincèrement. La nuit tranquille fut de courte durée. 2 semaines après que Julien ait murmuré cette promesse à Noël, quelqu'un frappa à la porte. Ce n'était ni Marina ni Petra. La personne arriva avec un clipoir, un badge, et un ton neutre qui lui fit immédiatement comprendre que quelque chose n'allait pas. La femme se présenta comme appartenant au service de l'enfance et demanda à entrer, sans sourire une seule fois. Elle expliqua qu'il y avait une divergence dans la documentation de tutelle. Marina avait d'abord été inscrite comme contact d'urgence pour Noël, mais n'avait jamais signé de décharge ni procédé au transfert de garde depuis le décès de Léna, qui était survenu sans testament ni tuteur désigné. Le statut légal de Noël était donc, selon ses dires, en suspens. Julien garda un visage impassible pendant que la femme parcourait l'appartement, s'arrêtant près du berceau, remarquant les biberons, les tiroirs bien organisés, et les tableaux que Petra avait laissés décrivant les tétés et les médicaments. Il répondit à toutes les questions de manière directe, mais à la fin de la visite, elle lui remit quand même un avis en disant « Une affaire sera ouverte pour vérification. C'est une procédure standard, rien de préoccupant pour le moment. » Pourtant, Julien avait l'impression que c'était bien plus qu'une formalité bureaucratique. Quelqu'un avait levé un signal d'alarme. 2 jours plus tard, Rosa Delgado fit son apparition, un nom qui ne lui évoqua rien jusqu'à ce que Marina l'explique d'une voix basse et frustrée. Rosa était la cousine de Léna, du côté maternel, assez éloignée pour pouvoir demander la garde d'urgence. Selon ses dires, Julien n'avait pas affaire à élever un enfant qu'il n'avait même pas su exister jusqu'à ce que, par un coup du sort, une infirmière le confie à ses bras. Rosa avait des documents officiels, un avocat, et avait même réalisé une petite interview pour un blog de potins, affirmant avoir toujours été préoccupée par les choix relationnels de Léna. Marina se précipita avant que Julien ne puisse l'appeler. Elle le retrouva, parcourant son salon pendant que Noël faisait la sieste dans la pièce voisine, visiblement plus agitée que jamais. « Je n'ai pas parlé à Rosa depuis 4 ans, Léna non plus, répliqua-t-elle, elle n'apparaît que lorsqu'il y a du drame ou une rumeur d'héritage. » Julien s'appuya contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés. « Elle ne fait pas ça par amour pour Noël. Non, elle le fait pour attirer l'attention,
pour jouer les héroïnes devant ceux qui regardent. Marina se mit à arpenter la pièce. Et toi, avec ce que tu es, tu n'aides pas non plus. Tu ne penses pas qu'elle gagnera? Je ne sais pas, dit-il. Mais la situation se compliqua rapidement. Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Noël se réveilla plusieurs fois et il la berça doucement à chaque fois, craignant de la poser. Ce n'était pas seulement la peur de la perdre, mais l'appréhension que sa place dans sa vie, passée de naturel à négociable, changea radicalement. Pendant ce temps, la situation dans l'entreprise se délitait. Un congé avait ouvert une porte et Caleb Thorne était passé droit à travers. Il avait toujours été du genre à rester juste derrière Julien pendant les réunions, toujours prêt avec un suivi, toujours soigné et agréable. Julien lui avait accordé sa confiance autrefois, principalement parce qu'il ne semblait pas avide de plus. Cela avait clairement changé. Un matin, Julien reçut un appel de Greta qui confirmait tout ce qu'il soupçonnait. Il prévoyait un vote, dit-elle, Caleb propose une restructuration du leadership à long terme. C'est la restructuration, pensa-t-il. Julien se connecta à la réunion du conseil suivante depuis son appartement. Il ne se donna même pas la peine de porter un costume. Dès que l'appel commença, Caleb se lança dans une présentation sur la stabilité et la confiance des investisseurs, citant l'absence de Julien et l'attention médiatique comme des variables de plus en plus imprévisibles. Julien écouta en silence toute la présentation, regardant des noms qu'il reconnaissait et sur lesquels il avait autrefois compté se pencher lentement du côté de Caleb. Il ne s'y opposa pas, ne supplia ni ne quémanda. Lorsque le vote fut fait et que le conseil se rangea du côté de Caleb, Julien se déconnecta simplement. Ensuite, il se rendit dans la chambre de Noël, la souleva du berceau et la tint longtemps, essayant de ne pas penser à la rapidité avec laquelle un monde qu'il avait bâti de toutes pièces s'était effondré entre ses mains. Ce soir-là, Marina vint avec des plats à emporter et une pile de dossiers d'un avocat spécialisé en droit de la famille qu'elle avait trouvé par l'intermédiaire d'une amie. Elle les déposa sur la table et dit « Tu vas devoir te battre. » « Je me bats déjà, » dit Julien, « j'échoue plus vite que je ne l'avais prévu. » Elle le regarda longuement, puis s'assit et ouvrit une boîte de nourriture. « Tu penses que tout est une question de contrôle, que si tu peux mieux planifier ou mieux acheter, tu gagneras, mais tu ne peux pas acheter ton chemin pour traverser cela. Tu ne peux pas coder pour devenir parent. Je le sais, et toi? Parce que, de ce que je vois, on dirait encore que tu essaies de gérer ça comme une prise de contrôle hostile. Newsflash, ça ne marche pas. Son ton était plus dur que prévu. Il s'était habitué à son sarcasme, l'accueillant parfois même, mais là, ce n'était pas pareil, c'était plus acerbe. Elle ne criait pas, mais il y avait de la chaleur sous chacun de ses mots. Tu me juges sans rien savoir de ma façon d'avoir grandi, ni de ce que c'était de perdre Lena. Tu me détestais avant même de me voir, dit-il. Alors, qu'est-ce que tu attends exactement de moi maintenant? Marina ne répondit pas tout de suite. Elle prit une serviette, s'essuya les doigts, puis poussa l'un des dossiers sur la table. Je veux que tu fasses les choses correctement, c'est tout. Et si tu es sérieux à propos de Noël, alors arrête d'agir comme si le monde te devait le bénéfice du doute. Lena ne faisait pas facilement confiance aux gens, mais elle a laissé ton nom pour une raison. Alors, sois à la hauteur. Elle se leva pour partir, mais s'arrêta près de la porte. J'ai quelque chose pour toi. C'est de la part de Lena. Elle fouilla dans son sac et en sortit une petite boîte en carton. Pas d'étiquette, pas de ruban, juste des bords usés et une bande de ruban adhésif la maintenant fermée. Julien ne l'ouvrit qu'après son départ. À l'intérieur se trouvaient des photos, Lena souriante dans des parcs, peignant à cheval sur un chevalet, tenant un ventre de femme enceinte sous une fenêtre ensoleillée. Il y avait aussi des esquisses. Certaines ressemblaient à des idées de fresques murales, d'autres étaient de petits portraits, inachevés, rapides. L'un d'eux lui coupa le souffle, c'était de lui, clairement lui, tenant un bébé sur ses genoux. Les lignes de ses mains étaient douces mais détaillées, sa mâchoire, ses mains, une petite boucle de cheveux sur le front du bébé. Il ne se souvenait pas qu'elle l'ait jamais dessiné, ni qu'il ait posé pour cela. Ça devait venir d'un souvenir, d'une possibilité. Au fond de la boîte se trouvait l'un de leurs vieux carnets de croquis de l'époque universitaire. Il feuilleta des pages remplies de gribouillis absurdes et de taches de café, jusqu'à ce qu'il atteigne une note griffonnée sur un bout de papier déchiré glissé entre deux pages. Je ne sais pas ce que tu feras quand tu le découvriras, mais j'espère que tu resteras. Julien la regarda longtemps, puis referma le carnet de croquis et descendit dans le couloir pour aller voir Noël. Elle dormait, recroquevillée sous une douce couverture que Marina avait apportée il y a quelques semaines. Sa respiration était régulière, son visage calme.
Il resta là, dans l'embrasure de la porte, les mains le long du corps, sentant tout se transformer à nouveau, non pas de façon dramatique, mais par une compréhension silencieuse. Il ne protégeait plus seulement une vie, il essayait de devenir quelqu'un capable de la garder intacte. Julian garda le carnet de croquis sur sa table de chevet. Tous les quelques jours, il l'ouvrait de nouveau, pas toujours pour lire, parfois juste pour passer sa main sur le papier rugueux, comme s'il pouvait encore sentir Lena dans les traces de graphite et les lignes inégales. Le dessin de lui tenant un bébé restait coincé entre les pages, toujours proche, toujours surprenant. Cela lui faisait se demander, lorsqu'elle l'avait esquissé, si c'était de l'espoir ou du désir, ou les deux, si elle avait vraiment cru qu'il serait l'homme de ce dessin. Avec l'audience imminente concernant la garde, il n'avait d'autre choix que de prouver qu'il pouvait l'être. Il engagea un avocat expérimenté en droit de la famille médiatisé, quelqu'un que Marina approuva à contre-cœur après un entretien tendu où elle posa plus de questions que Julian lui-même. L'avocat était franc, il n'y avait pas de sucre dans ses mots. Les chances, ton nom sur l'acte de naissance aide, mais tu as un dossier d'interview où tu t'es décrit comme émotionnellement indisponible. Un article te qualifie littéralement d'homme qui planifie l'intimité comme s'il s'agissait de réunions de déjeuner. Ce n'est pas une image flatteuse pour un nouveau père devant le tribunal. Julian grimaça mais ne protesta pas. Il avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à se transformer en une machine, efficace, intouchable, contrôlée. Maintenant, cette histoire était un handicap. Il cessa de prendre les appels de fonds d'investisseurs et ignora les déclarations de plus en plus suffisantes de Caleb dans la presse. Il commença à assister à chaque rendez-vous pédiatrique, même si cela signifiait décaler 2 jours de réunion. Il inscrivit Noël à un cours de musique pour bébé, même si elle hurlait la plupart du temps, et il passa tout un samedi matin à faire du bénévolat au centre communautaire où Lena enseignait autrefois. Au début, c'était maladroit. Il distribuait des jus dans des boîtes comme s'ils étaient des antiquités inestimables et avait failli coller sa main à un poster scintillant, mais il ne partit pas. Et dès la 3e semaine, on lui demanda d'aider à peindre la nouvelle fresque qui allait orner la salle des enfants. Marina se présenta avec Noël un jeudi après-midi. Julian avait de la peinture sous les ongles et un rouleau de ruban posé sur une épaule. Il s'attendait à ce qu'elle fasse un commentaire, mais elle ne le fit pas. À la place, elle lui tendit un contenant de snacks pour bébé et demanda s'il voulait sortir Noël pour une promenade avant sa sieste. Cela devint une nouvelle routine. Marina se joignait à eux 1 ou 2 fois par semaine, parfois avec des provisions, parfois juste pour une promenade dans le parc. Elle le taquinait toujours, roulait encore des yeux lorsqu'il tentait de citer un blog sur la parentalité ou agit simplement en poussant la poussette de Noël comme s'il manipulait un prototype, mais ses piques étaient désormais plus douces. Ils ne se disputaient plus. Ils débattaient. Un matin, Julian conduisit Marina vers un vieil immeuble dans le quartier et de l'ancien quartier de Lena. Il avait autrefois été un studio, maintenant abandonné depuis longtemps. Il se gara devant et lui remit un trousseau de clés. « Je l'ai acheté, dit-il, je l'ai fait remettre en état. Je me suis dit qu'il faudrait l'utiliser pour quelque chose. » Marina fixa la porte, puis lui retourna son regard. « Utiliser pour quoi? Pour ce que Lena en faisait? » Il disait qu'elle servait à des cours, des expositions, des ateliers. « J'ai déjà parlé avec le centre, ils vont aider à organiser des programmes locaux. Ce sera gratuit pour les enfants. » Elle ne dit rien tout de suite, se contenta d'ouvrir la porte et entra. Les murs étaient vides, mais la lumière entrait chaude par les grandes fenêtres et les vieux carreaux avaient été polis. Julian la regarda arpenter l'espace, toucher doucement les angles, lever les yeux. « Tu n'aurais pas dû faire ça, dit-elle. »« Je voulais le faire, répondit-il. Elle se tourna vers lui. « Je ne pensais pas que tu étais capable d'une chose d'une telle envergure. » Il haussa les épaules. « J'apprends. » Noël fit ses premiers pas 3 semaines avant la date du procès. Julian avait essayé d'assembler une barrière pour bébé, échoué, et l'avait laissée au milieu d'un tapis rembourré avec un cercle de jouets. Il s'était détourné pendant peut-être 10 secondes. Lorsqu'il regarda à nouveau, elle vacillait, se redressant puis marchant en titubant vers lui sur des jambes incertaines. Il se figea. Elle fit 2 pas et demi avant de tomber en avant dans ses bras, riant de la collision. Marina, assise sur le canapé avec son téléphone, avait tout filmé. Lorsqu'elle lui montra la vidéo, il ne dit pas un mot, se contenta de presser l'écran contre sa poitrine et s'assit, clignant des yeux rapidement. Plus tard dans la semaine, Marina lui envoya un message avec la vidéo en pièces jointes. « Encore, c'est le type pour qui je témoigne. » Elle écrivit « Essaie de ne pas tout foirer. »
La veille de l'audience, Julien fut sollicité pour intervenir lors d'un panel sur la parentalité au centre communautaire. Il ne voulait pas le faire, il avait presque dit non, mais le directeur insista en disant que cela faisait partie de leur effort pour rendre la paternité locale plus visible. Les autres panélistes étaient deux papas célibataires, l'un concierge d'école, l'autre animateur freelance, tous deux bien plus à l'aise dans une salle remplie de chaises pliantes que Julien ne l'avait jamais été. Ils échangèrent des histoires sur l'apprentissage de la propreté et les crises dans les rayons des supermarchés. Lorsque ce fut le tour de Julien, il resta bouche bée puis, à moitié par nervosité, il commença à parler de portefeuille de risque et de produits pour bébés, comment les couches devraient être classées comme des actifs d'urgence, comment les lingettes étaient de l'or, et que la formule devrait être indexée. Il ne se rendit pas compte que les gens riaient, et ce n'est qu'après que le modérateur dit « Je crois que nous venons de découvrir une nouvelle idée de blog ». À la fin, quelqu'un avait lancé le hashtag #dadfin. C'était la première fois qu'il quittait un événement en souriant sans s'en rendre compte. L'audience eut lieu dans une salle d'audience familiale, sous des lumières fluorescentes et sur des chaises inconfortables. Rosa arriva avec un avocat et un dossier de réclamation soigneusement imprimé. Elle dépeignait Julien comme détaché, inapte, plus intéressé par l'image que par la parentalité. Elle évoqua les débuts lorsque, avant de décider de prendre un congé, il avait tenté d'engager un service de nounou à plein temps. Elle mentionna les articles de magazines, les vieux extraits sonores, l'image publique d'un homme qui se vantait de rester indisponible. Julien écouta en silence. Lorsque son avocat demanda s'il souhaitait répondre, il se contenta d'un hochement de tête et dit la vérité. Il parla de la découverte, la nuit où Léna mourut, de ne pas avoir su que Noël existait et de ce que cela avait fait de la voir dans le nu. Il n'embellit rien, ne chercha pas à effacer les moments où il avait paniqué ou échoué, mais il leur montra des photos des cours, des promenades, des séances de musique, des premiers pas. Il leur montra l'emploi du temps, la galerie, la fresque du centre communautaire en cours de réalisation. Puis Marina prit la parole. Elle n'avait pas répété son texte, ne lisait pas de notes, elle se contenta de se tenir devant le juge et de décrire ce qu'elle avait vu. Un homme qui ne s'attendait pas à être père, mais qui choisit de le devenir. Un homme qui ignorait comment s'occuper d'un bébé, mais qui continuait à se présenter quand même. Elle décrivit la première fois où Noël s'était glissé sur ses genoux, la première fois où il avait veillé toute la nuit à cause d'une fièvre, comment Léna aurait tout observé et dit « Je te l'avais bien dit ». Le juge ne rendit pas sa décision ce jour-là, prétextant qu'une analyse plus approfondie était nécessaire. Mais jusqu'à la décision finale, Julien se vit accorder la garde continue. De retour à l'appartement, il plaça Noël dans son berceau et s'assit à côté, attendant qu'elle s'endorme. Une fois, elle tendit la main, non pas en pleurant, mais pour le chercher. Il prit sa main, la serra doucement et resta là jusqu'à ce qu'elle la lâche. Les jours qui suivirent l'audience se déroulèrent dans une sorte de limbes étranges. Julien continua ses activités. Il se levait tôt, nourrissait Noël, assistait aux cours, organisait des rendez-vous de jeu et respectait ses engagements. Mais tout semblait en suspens. Il n'y avait pas encore de décision, ni de lettre dans la boîte aux lettres, ni d'appel de son avocat. À chaque vibration de son téléphone, il s'attendait presque à entendre qu'il l'avait perdu. Ce silence pesait plus lourd que la pire des nouvelles. Tout culmina un vendredi soir. Il avait laissé Noël avec Petra pendant quelques heures pour qu'il puisse récupérer des papiers et des vêtements du dernier étage, où il n'était pas retourné depuis des semaines. Il ne reconnut presque pas l'endroit lorsqu'il franchit le hall, toujours impeccable, mais l'ascenseur sentait le métal brûlé et l'habituel portier n'était pas là. La porte était entr'ouverte, ce qu'il n'avait pas fait exprès de laisser. À l'intérieur, l'endroit était en désordre, des papiers éparpillés, des cadres renversés, des meubles et le canapé renversé. De la peinture rouge en aérosol décorait le mur près des fenêtres. « Où étais-tu quand elle avait besoin de toi ?» écrivait-on. Sous son nom, en lettres noires sur la table basse, se trouvait une pile de magazines avec la photo de Noël en couverture, l'un pris d'en face, dans le parc, un autre la montrant dans les bras de Julien, avec la légende « Les Ross sont de bonnes mains ». Il n'appela pas la police. Il n'avait pas besoin d'une enquête. Son avocat lui avait prévenu que l'équipe de Rosa jouait sale. Ce n'était pas un vol, c'était une déclaration. Julien fit rapidement ses bagages, prenant seulement l'essentiel. Quelques vêtements pour lui, quelques-uns pour Noël, le dossier contenant les esquisses de Léna et la lettre désormais froissée du juge reportant la décision de garde. Puis il quitta le dernier étage pour de bon. Il emmena Noël dans l'ancien appartement de Léna. Il avait encore les clés. L'endroit n'avait pas changé,
Il n'y avait pas mis les pieds depuis la nuit où il était venu pour la première fois, après les funérailles, lorsqu'il tentait de découvrir qui Léna était devenue sans lui. L'espace était petit, plein de lumière et un peu trop calme. Le berceau de Noël tenait à peine dans le coin de la chambre, le chauffage cliquetait de manière irrégulière, et la fenêtre au-dessus de l'évier restait entr'ouverte à mi-course. Mais quelque chose dans cet endroit semblait solide, comme s'il pouvait les soutenir face à ce qui allait suivre. Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Noël se réveilla toutes les heures, dérangé par ce nouvel environnement. Il la tint pendant la majeure partie de la nuit, assis sur le vieux canapé, avec une couverture enroulée autour d'eux. Vers 4 heures du matin, elle se calma enfin, et il fixa le plafond, chaque muscle fatigué, l'esprit chargé de brouillard. Il pensa à tout, l'audience, l'appartement, la façon dont les gens le regardaient maintenant, comme s'il était une histoire au lieu d'une personne. Il n'avait pas prévu que ce combat deviendrait public, qu'il en viendrait à t'en tenir à ne pas perdre. Il n'avait pas anticipé le poids qui s'insinuait dans sa poitrine chaque nuit, même les bons jours. Noël se retourna dans son sommeil et chercha sa main. Cela le brisa, non pas de manière bruyante ni soudaine, mais comme quelque chose à l'intérieur qui céda lentement, telle une fuite longtemps ignorée. Il se pencha et reposa sa tête contre son petit dos, le rythme de sa respiration régulier sous sa joue. Il ne pleura pas comme un homme qui se défait, il laissa simplement faire, doucement et lentement. Il devait s'être endormi à un moment donné, car quand il rouvrit les yeux, l'appartement était plus chaud et l'odeur de café planait dans l'air. Marina était dans la cuisine, déballant un sac d'épicerie, son manteau jeté sur une chaise, une écharpe suspendue à la porte. Elle ne dit rien au sujet de les avoir trouvés endormis sur le canapé, elle se contenta de lui tendre une tasse et de s'asseoir de l'autre côté de la pièce. « Tu es là tôt » dit-il. « Tu as quitté le dernier étage sans m'en informer. » Greta a dit qu'il s'était passé quelque chose. C'était sens dessus-dessous. Elle le regarda, attendant, des graffitis, des gros titres, probablement Rosa ou quelqu'un, ajouta-t-elle. Marina ne répondit pas, se contentant d'un hochement de tête et prenant une gorgée de sa boisson. Ils restèrent ainsi un moment, puis elle dit « Tu sais, je t'ai détesté pendant longtemps. Je pensais que ce n'était pas seulement parce que tu avais quitté Léna pour la transformer en point d'interrogation. » Elle ne parla pas de toi, après Madrid, elle coupa simplement le fil. Je pense qu'elle pensait que c'était le seul moyen de survivre. Julien hocha la tête. J'étais un lâche à l'époque. Je me disais que tu étais juste égoïste, que tu te souciais uniquement de l'entreprise, du pouvoir. Mais en te regardant maintenant, je pense que tu avais peur. Il ne répondit rien. Marina le regarda de nouveau, mais cette fois sans aucune acerbe. Léna disait toujours que tu avais un bon cœur, juste un cœur effrayé, dit-elle. Elle disait ça une fois, peut-être deux, généralement après que tu l'aies déçue, mais elle le pensait vraiment. Julien se laissa tomber sur le canapé, épuisé. Je voulais tout faire, construire quelque chose d'important, faire mes preuves. Je pensais régler le reste plus tard. Tu ne pensais pas que le plus tard pourrait ne jamais venir. Il ne répondit pas, il n'en avait pas besoin. Le buzzer retentit. En début d'après-midi, un coursier déposa une enveloppe blanche simple, expédiée par le palais de justice. Julien l'ouvrit lentement, les doigts prudents, l'esprit déjà en ébullition avec toutes les issues possibles. La décision du juge était une succession de paragraphes juridiques qui se résumaient à une chose. La garde complète était accordée à Julien Ross, à condition qu'il suive une thérapie régulière et s'engage à maintenir un équilibre documenté entre ses responsabilités personnelles et professionnelles. Rosa se vit refuser la garde, mais bénéficierait de visites mensuelles surveillées si elle le souhaitait. Julien lut la décision 2 fois, puis remit la lettre à Marina. Elle la lut sans un mot, la rendit et se laissa aller contre le canapé. « Voilà, c'est tout, dit-elle. Voilà, c'est tout. » Noël se réveilla de sa sieste avec un cri aigu. Julien se leva et descendit dans le couloir pour la chercher. Elle était grincheuse à cause du sommeil, mais dès qu'il la prit dans ses bras, elle se cramponna à son épaule comme si elle savait déjà que quelque chose avait changé. Plus tard dans la journée, alors que la neige recommençait à tomber, légère et régulière, adoucissant les contours de la ville, Julien poussa la poussette le long d'un chemin traversant l'ancien quartier de Léna. Il s'arrêta devant le centre communautaire où un petit groupe de bénévoles se tenait sur des échelles, peignant la dernière partie d'une fresque sur le mur extérieur. Il n'avait pas demandé cela, quelqu'un l'avait commencé de son propre chef quelques semaines auparavant. Un portrait lumineux de Léna souriante, pinceau en main, entouré d'enfants, avec des couleurs épanouies en arrière-plan tel un canevas vivant, une célébration, un souvenir, quelque chose d'enraciné.
Julien observa pendant quelques minutes, puis sortit son téléphone et envoya un message au directeur du centre. Il voulait financer la suite, matériaux, équipements, une plaque, tout ce dont ils auraient besoin pour le terminer. Juste au moment où il se préparait à regagner la maison, Noël poussa un petit soupir de contentement depuis la poussette. Julien se pencha et retoucha la couverture autour d'elle, la resserrant. Le vent se leva et quelques flocons poudrèrent son manteau, mais il ne se pressa pas. Pour la première fois depuis longtemps, il ne courait après rien, il marchait simplement aux côtés de la vie qu'il avait failli manquer. La neige avait cessé de tomber quand le soleil commença à se coucher. C'était de nouveau la veille du Nouvel An, une année pleine de rebondissements inattendus et de moments de croissance qu'il n'avait jamais anticipés dès l'appel qui avait tout brisé, une année qui s'était déroulée de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La douleur, la confusion, la peur, tout avait laissé place à quelque chose de différent, de plus calme, d'espérant. Julien entra dans le salon et observa Noël qui se promenait en pyjama, les manches trop longues et les jambes traînant sur le sol. Elle commençait à prononcer plus de mots, bien qu'ils fussent souvent juste des syllabes assemblées comme une chanson qu'elle apprenait encore. Elle adorait dire « Juju », même si elle n'arrivait jamais tout à fait à dire « le père », malgré ses tentatives pour l'inciter. Julien s'assit sur le canapé, un verre de champagne à la main, et la regarda s'aventurer vers une pile de livres. Elle en prit un, feuilleta les pages avec une concentration sérieuse, puis se tourna vers lui. « Juju », dit-elle en tendant le livre. « Juju », répondit-il en souriant, prenant le livre, écartant une mèche de cheveux de son visage. Ce n'était pas exactement « papa », mais c'en était assez. Il ne se pressait pas. L'année écoulée avait dépouillé beaucoup de ce qu'il pensait définir qui il était. L'entreprise, les affaires, la constante pression d'être le meilleur avait laissé place à quelque chose de moins important. Le fondement qu'il avait commencé au nom de l'ENA semblait être la seule chose qui comptait désormais. Financer des bourses pour de jeunes artistes, soutenir les parents isolés qui avaient un rêve mais peu de ressources, créer un espace où des gens comme l'ENA avaient autrefois prospéré. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant et porteur de sens. L'appartement était plus calme ces jours-ci, moins empreint de la précision froide et tranchante qui avait jadis défini sa vie. Il s'ajustait encore, apprenant à jongler entre la parentalité, les affaires, le poids de l'héritage, mais il avait plus de temps pour Noël, plus de temps pour Marina qui, après tout, était redevenue une partie réelle de sa vie. Il n'y avait plus de prétense entre eux, ni cynisme, ni sarcasme. Ils travaillaient ensemble modestement, essayant tous deux de comprendre ce que signifiait être une famille dans ce nouveau contexte. Ils avaient traversé trop d'épreuves pour rester étrangers l'un à l'autre, trop de choses avaient changé pour qu'ils ne soient que des fragments du passé. Ce soir-là, l'appartement était rempli de personnes qui faisaient désormais partie de leur nouveau monde, des amis du centre communautaire, Greta de son ancien bureau qui travaillait maintenant à temps partiel pour la fondation, et même sa sœur éloignée qui s'était reconnectée après avoir appris la nouvelle de la bataille pour la garde. Au début, elle avait approché avec précaution, envoyant un message sur la façon dont elle le voyait différemment désormais. Ils se retrouvèrent autour d'un café quelques semaines plus tard, échangèrent quelques mots timides. Elle ne parla pas des années perdues, et lui non plus, mais sa présence suffisait. Noël courait en rond, riant, pendant que l'horloge décompte les secondes jusqu'à minuit. L'appartement était faiblement éclairé par des bougies, quelques guirlandes décorant la cheminée. C'était simple, rien comme les grandes fêtes qu'il organisait autrefois, rien comme la marque qu'il portait autrefois, mais c'était parfait. Les gens présents, la chaleur, la joie silencieuse de regarder Noël découvrir le monde autour d'elle, c'était tout ce dont il avait besoin sans même s'en rendre compte. Marina, qui se tenait près de la fenêtre, se tourna vers Julien. « Elle ne va pas le dire ce soir, » dit-elle en souriant doucement. « Elle te taquine, » ajouta-t-elle. Julien haussa un sourcil. « Elle va le dire, elle doit le dire. » Il traversa la pièce et prit Noël dans ses bras, la serrant contre lui. « Allez, Mold, tu peux le faire, papa. » Noël gigota dans ses bras, se débattant, puis pointa vers la télévision. « Juju. » Julien secoua la tête pour retenir un rire. Il se pencha, embrassa le haut de sa tête et murmura. « Tu vas y arriver bientôt, je le sais. » Le compte à rebours commença et la pièce se plongea dans une attente silencieuse. Tout le monde se rassembla autour de la télévision, regardant les secondes défiler. Julien tenait Noël dans ses bras, sa main reposant sur son dos, son petit poids rappelant tout ce pourquoi il s'était battu, tout ce qui comptait. Lorsque l'horloge sonna minuit, il y eut des acclamations, des feux d'artifice par la fenêtre et le pop d'un bouchon. La pièce éclata de bruit, des applaudissements, des accolades, des verres levés. Mais au milieu de tout cela, Julien ne bougea pas.
Il resta immobile, regardant Noël qui pointait du doigt la fenêtre, son petit visage illuminé d'émerveillement. Puis, au milieu du vacarme, elle leva les yeux vers lui, formant avec sa petite bouche le son qu'elle essayait de dire depuis des mois. « Da !» Julien retint son souffle, figé, et, pendant un instant, tout s'arrêta. La pièce s'estompa, les rires et la célébration devinrent sourds, jusqu'à ce qu'il n'entende plus que le son de sa voix. « Noël !» Sa fille, prononçant le mot qu'il attendait. Il sourit, sa poitrine se serrant entre le soulagement et l'incrédulité. Il faillit laisser tomber le champagne de sa main, mais il s'en moqua, rien d'autre n'importait. Plus tard dans la soirée, après le départ des derniers invités et le retour au calme de l'appartement, Julien s'assit à son bureau, un verre d'eau à la main, la lumière tamisée sur la ville en contrebas. Il sortit un morceau de papier et commença à écrire, pas une lettre à son avocat, ni un mémo pour la fondation, mais une lettre à Noël. « Tu m'as sauvé », écrivit-il, façonnant soigneusement les mots, prenant son temps. Un appel, un battement de cœur, une petite fille qui m'a rappelé ce que signifie aimer. Je m'étais perdu avant toi. Je ne savais pas comment retrouver mon chemin, mais maintenant je sais. Tu m'as tout donné. Il marqua une pause, sa main hésitant au-dessus du papier, puis, sans réfléchir, signa. Ton papa, Julien. Noël dormait dans l'autre pièce, sa respiration régulière, et même Julien resta là, repliant la lettre et la glissant sous son oreiller, espérant qu'un jour elle la lirait et comprendrait que, dans un monde où tout semblait autrefois s'effondrer, elle avait toujours été la seule constante. Dehors, la ville scintillait, les bruits lointains de la célébration résonnant encore dans les rues. Pour la première fois depuis longtemps, Julien se sentit en paix. La nouvelle année était arrivée et ce n'était pas seulement un nouveau départ, c'était le début d'une vie qu'il n'aurait jamais imaginée, mais qu'il en était venu à aimer plus que tout. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide vraiment la chaîne. Et si vous en voulez d'autres, des histoires réconfortantes et émotionnelles comme celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais rater une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais connaître vos réactions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine histoire.